Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB-winebusiness.fr. Notre conférence du jour est parrainée par Petal Group et a pour thème la tokenisation, un levier de financement alternatif des entreprises, cas d'usage sur les opportunités de Petal. Pour en parler comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux, vivants, en pleine forme et sympathiques. J'ai cité Babacar Hedsek, Willem Fraune, Anne Maréchal. Et on retrouve maintenant Babacar Hedsek, le président du Petal Group. Petal Group est une fintech française qui développe des nouveaux services financiers autour de l'investissement, mais en utilisant le maximum ce qu'offre aujourd'hui la technologie blockchain, mais aussi toute la possibilité de redistribuer la chaîne de valeur en investissant sur ce qu'on appelle des actifs tokenisés, dont on va discuter ce soir. Alors, la problématique, on parle un peu de financement alternatif, les cas d'usage. Quelle est ta vision des choses? Parce que c'est quand même très mouvementé tout ce que tu fais en ce moment. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Alors, permettez-moi de présenter mes deux co-conférenciers. Wim, qui a travaillé plus de, je ne sais pas le nombre d'années, j'ose même pas dire, beaucoup d'années dans l'immobilier, un des meilleurs experts. Il a commencé très jeune. Très jeune aux États-Unis. Ensuite, il a migré. Aujourd'hui, advisor chez Petal et senior advisor. Et Anne Maréchal, qui a initié l'ordonnance blockchain en France, qui permet aujourd'hui le développement des actifs numériques, et ancienne directrice juridique de l'AMF, l'autorité de régulation des marchés. Aujourd'hui, membre d'un cabinet comme partenaire. Voilà, donc c'est mes co-conférenciers. Alors, Petal Group, ce que nous faisons, c'est nous avons développé une série d'innovations techniques avec des plateformes qui ont également été développées qui permettent, avec un nouveau token qu'on appelle un security token, de pouvoir permettre à n'importe quel investisseur qualifié et à terme, un peu plus tard, non qualifié, d'acheter un token qui apporte des rendements passifs et automatisés, donc qui sont enregistrés dans une blockchain sous la forme d'un smart contract. Ça veut dire que les termes de l'investissement sont prédéfinis, l'investisseur choisit ce qu'il veut et ensuite il lock sa position. Et tout ça se fait depuis une application qui est disponible sur l'Apple Store, que vous voyez ici, et avec aussi une version qui est disponible pour ce qu'on appelle des asset managers, qui permet à des conseillers financiers de pouvoir conseiller leurs clients qui ne se connaissent pas aujourd'hui en processus d'investissement. L'idée de base, c'est de permettre à n'importe quel investisseur, en quelques clics, de faire un choix d'investissement sur ce qu'on appelle un nouveau type d'asset, d'acheter un morceau d'un immeuble, d'acheter de l'or fractionné, mais aussi d'investir sur des entreprises directement à travers cette place de marché. Voilà. Il faut le voir un petit peu comme si vous aviez une accessibilité à des marchés comme Euronext, mais pour des personnes un peu moins initiées en finance, qui permet plus d'arbitrage. Voilà. Et donc, avec tout ça, nous avons développé une blockchain qui s'appelle le Vortex. C'est un système très sophistiqué, très rapide, très sécurisé, conforme aux exigences réglementaires. Donc, on en parlera tout à l'heure. Les transactions sont enregistrées en nom propre pour les entreprises ou les particuliers. Les actifs sont sécurisés. Les gens peuvent détenir des crypto-monnaies Petal sans en perdre la propriété pour des problématiques de sécurité ou des problématiques de maîtrise de clés. Donc nous, on a rendu tout ça très facile avec nos équipes, qui sont là d'ailleurs, que je félicite au passage. Et donc, avec tout ça, nous avons développé un concept très simple qui s'appelle les Petal Cards. Donc vous achetez votre carte dans laquelle vous avez le morceau de votre produit tokenisé. Et donc, on va vous présenter les use cases, c'est-à-dire les cas d'usage sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour la commercialisation de certains nombres d'actifs. Alors, les opportunités de marché, ça va intéresser les investisseurs qui sont présents ici. Qu'aujourd'hui, on considère que le marché global est de 16 000 milliards d'euros dans les années à venir. Et Petal, aujourd'hui, se positionne sur un marché de 45 milliards d'euros sur les 3 ans à venir.
Quand j'ai présenté ça au ministère des Finances il y a quelques jours, ils n'ont pas trouvé ça choquant, puisque sur un gros marché comme ça, un acteur français qui se positionne en leader pour capter de la valeur, ils comprennent. Parce qu'il suffit de déployer de la technologie, des possibilités de transformation, et c'est ce que nous essayons de faire. Alors ça, c'est l'application que vous pouvez trouver sur l'Apple Store. Ça vous donnerait une idée de comment investir en quelques clics. Et sur les chaises, vous avez de quoi scanner avec votre téléphone et l'application, vous le téléchargez, c'est très très rapide. Alors, le Petal Desk, c'est un peu ce que disposent aujourd'hui dans les salles de marché les traders qui aujourd'hui prennent des positions pour les banques, pour les fonds, pour les donneurs d'ordre. Sauf que nous l'avons designé pour qu'il soit très très simple d'usage, de sorte que l'asset manager qui est un conseiller en patrimoine ou conseiller investissement puisse tous les jours arriver sur le store et sélectionner toutes les opportunités d'investissement et mettre à jour son portefeuille de clients en leur expliquant ce qu'ils peuvent faire sur Petal, parce qu'on est obligé avec la loi française de notifier à nos clients sur quoi ils investissent. Et puisque nous ne pouvons pas conseiller des millions de personnes sur tous ces produits, nous avons décidé de créer des milliers d'emplois donc, qui vont s'occuper de ça. C'est ce qu'on appelle des Virtual Asset Managers de Petal. C'est des gens qui vont être très proches des investisseurs pour leur expliquer qu'ils peuvent acheter de l'or directement sur Petal ou bien ils peuvent acheter un morceau d'immeuble. Et tout ça, on leur explique de façon très simple. Donc, le Vortex, c'est la blockchain qui a été développée ultra rapide, très sécurisée et qui permet d'enregistrer toutes les transactions. Donc, nous pouvons aller jusqu'à 50 millions de transactions par jour pour enregistrer de façon décentralisée toutes les opérations qui se passent sur notre marché. Cela veut dire que si vous achetez un cards, non seulement les machines qui sont chez nous l'enregistrent, mais aussi toutes les machines qui sont dans le monde qui ont un morceau du réseau Petal, qui sont aussi du coup des tiers de confiance. Et là aussi, nous sommes un des premiers à développer la transparence pour même offrir aux autorités de marché la possibilité de superviser directement nos machines. Donc, tous ceux qui pensent que FTX, pour ceux qui connaissent, est une mésaventure, Petal est le contre-exemple parfait de FTX, c'est-à-dire la transparence, la rapidité, la sécurité des investissements. Donc, pour pouvoir développer tout ça, donc il a fallu développer un token qui est vendu avec une parité avec l'euro qui permet d'acheter le Petal à 1 euro qui donne lieu à l'acquisition d'une Petal. L'ensemble étant limité à 33 milliards d'euros de Petal, ce qui alimente automatiquement nos fonds d'investissement qui eux-mêmes prennent position sur nos portefeuilles d'investissement. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille de plus d'1 milliard d'euros que nous allons vous dévoiler un peu dans plusieurs domaines. On peut investir sur les œuvres d'art, sur la tokenisation immobilière, on va en parler, mais aussi sur les produits financiers. Et tout ça à travers ce que nous avons développé, le token, qui sera vendu progressivement à des investisseurs qualifiés. Et petit à petit, on va l'ouvrir à des investisseurs non qualifiés quand nos asset managers vont entrer en jeu dans quelques mois. Voilà, donc ça c'est la roadmap. On est en train de pré-commercialiser ce qu'on appelle le booking en anglais, le token, et qui permet dans la foulée de lancer notre campagne commerciale d'investissement qui commencera dans le deuxième trimestre de cette année. Et tout ça dans un challenge, puisque aujourd'hui, les discussions juridiques sont toujours en cours avec l'État français pour voir quel est le cadre légal dans lequel tout ça peut s'opérer. Et on aura un point de vue juridique là-dessus avec Anne Maréchal du cabinet De Gaulle Florence. Voilà, je vous remercie pour cette première présentation. On reviendra sur les autres. On va peut-être parler, Alain, de tokenisation immobilière. Absolument, avec le spécialiste, là, Willem.
Donc Willem, tu as construit combien? 250 000 appartements, tu as géré 250 000 appartements dans le monde, c'est ça? J'étais le président d'une société qui s'appelle Interval International, certains me connaissent, et on avait 2500 résidences avec une moyenne de 120 appartements par résidence. Et nous avons même créé le Yield Management en 1993. Et le timeshare aussi, non? Et le timeshare, c'était une organisation de timeshare, Interval International, et que nous avons fusionné avec Marriott en 2019 pour la petite somme de 4,5 milliards de dollars. C'est rien, c'est l'argent de poche pour Babacar. Mais c'est le passé, donc j'en parle plus. Alors, on parle un peu donc on revient sur le sujet, et avec ce levier financement alternatif. Oui, alors, sur la tokenisation immobilière, il faut le voir comme les experts disent le retail. Aujourd'hui, quand on commercialise un immeuble, tout le monde sait qu'il faut le financer, ensuite il faut vendre l'immeuble, il faut prendre le risque de voir qui va l'occuper, sur combien de temps, quel type de bail. Ça fait beaucoup de complexité pour quelqu'un qui construit l'immeuble pour le commercialiser. Alors, ce qu'apporte la tokenisation immobilière, c'est de pouvoir permettre à des programmes qui démarrent de pouvoir commencer à vendre des lots sans pour autant que les investisseurs se posent trop de questions sur l'usage et les rendements du bien, mais tout en prenant le risque en disant l'immeuble est bien situé, elle peut avoir une belle rentabilité, elle est sur Pétale parce qu'elle a été bien sourcée, je prends le risque d'acheter des parts de l'immeuble, même si ces parts sont virtuelles. Et virtuelles dans le sens où vous possédez un titre financier qui vous donne droit à une portion de cet immeuble en valeur. Et donc ça permet d'apporter de la liquidité à tous ces acteurs qui sont dans l'immobilier de façon très simple. Et ça, c'est l'immobilier à construire, donc ce qu'on appelle les VFA. Et sur les marchés plus classiques, comme des immeubles existants, Pétale permet d'apporter des liquidités aux sociétés qui opèrent ces biens, qui leur permettent d'avoir des leviers de refinancement pour booster leur activité. Et donc Pétale s'inscrit dans une activité d'investissement en equity, c'est-à-dire en part. Voilà. Donc sur le processus, peut-être la tokenisation, on va revenir dessus. Il va nous expliquer les concepts de la tokenisation. Willem, qui connaît bien, qui a travaillé et théorisé là-dessus. Je vais vous donner quelques définitions surtout, et je vais vous parler de l'aspect pratique des choses. En introduction, peut-être, beaucoup de personnes ont vu la faillite aux Bahamas d'FTX. Pour ceux qui ne le savent pas, le marché des cryptocurrencies a mis 35 jours pour récupérer ses pertes. Il est aujourd'hui revalorisé à 1 trillion de dollars. Donc 35 jours, ça vous donne une idée de... Mais la bonne chose, c'est que nous avons des avocats, nous travaillons aussi avec une plateforme sécurisée par la Fed aux États-Unis, c'est que tout sera réglementé demain. Et c'est une très bonne chose. Et il faut féliciter, je veux dire, les juristes français parce qu'ils ont pris l'initiative de créer la réglementation sur la tokenisation. Et c'est grâce à ce chemin que nous allons prendre avec Pétale pour développer la tokenisation de l'immobilier. Quelques définitions. Le Security Token Offering se traduit par une offre de jetons à valeur immobilière. C'est un procédé qui permet d'investir de l'argent en échange de jetons valables sur le marché de la crypto-monnaie. Les entreprises qui procèdent à un STO distribuent des titres qui ont le statut de valeur mobilière, à l'instar de titres financiers, et qui permettent de détenir une partie du capital de l'entreprise. En gros, vous pouvez aussi utiliser la tokenisation pour financer une entreprise. Pour rappel, un titre financier est un actif ayant une valeur monétaire. Cela permet à celui qui l'acquiert de détenir une partie des actions d'une société, une créance à son égard ou encore un droit de propriété représenté par une option. Le processus de tokenisation propre au STO permet de digitaliser la propriété d'une valeur immobilière par l'émission d'un jeton qui est sauvegardé dans un dispositif d'enregistrement électronique appelé la blockchain. Un petit mot sur la crypto-monnaie, FTX et la blockchain. Il ne faut pas isoler la crypto-monnaie de la tokenisation. La blockchain, dans la crypto-monnaie, c'est, je viens de le dire, un T de valeur de capitalisation aujourd'hui. La titrisation ou la tokenisation, pour être plus précis, représente 26 fois la valeur, le potentiel.
Donc, isolons un petit peu le problème FTX, isolons le problème de crypto-monnaie qui va s'arranger parce qu'il y a une réglementation qui arrive, c'est une très bonne chose, mais le plus fort potentiel, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. J'ai parlé donc des exemples, je vais vous donner quelques exemples. Les revenus sur les cryptocurrencies sont évalués en 2023 à 45 milliards. La croissance est de 15% par an, donc ce sera un total de 75 billions en 2027. Ce que rejoint ce que disait Babacar tout à l'heure, que le marché de la tokenisation, c'est un potentiel de 24 trillions, ou 24 000 milliards de dollars. La tokenisation, dans les cryptocurrencies, ont un passage chaotique en 2022, on l'a vu, et c'est normal qu'un trop grand nombre de ces cryptos ne sont pas adossés à des véritables assets, qu'ils soient financiers ou immobiliers. Et la réglementation TEPA en Europe, accusez-le-vous, interdit toute cryptocurrency sans un adossement de véritables assets. Et ça va nettoyer le marché, c'est une très bonne chose. La tokenisation facilite les investissements en fractions de l'immobilier. Je reviendrai sur le terme de fractional tout à l'heure, parce que nous l'avons pratiqué dès 1995, et agrandit considérablement le marché, le potentiel de ce marché, et c'est pour ça qu'on regarde de nouvelles perspectives de l'immobilier. Moi, je pars d'un besoin, et ça n'engage que moi. J'ai vendu en France plus de 15 000 appartements en résidence de tourisme, ou en immobilier géré, comme vous l'appelez. Mais quand le coût de commercialisation est de 13 à 15%, il y a quelque chose qui ne va plus. Première chose. D'où les faillites de Pierre et Vacances ou autres. Ensuite, quand l'immobilier a une valeur supérieure à 5 000 € du mètre carré, c'est très difficile pour un gestionnaire de garantir un rendement de 5%. Donc aujourd'hui, on arrive à un roundabout, comme on dit ça, un rond-point. Je pense en anglais, je suis hollandais, je pense en anglais, je traduis en français. Donc des fois, ce n'est pas très clair, mais ce n'est pas grave. Mais on arrive à un rond-point où il faut choisir une nouvelle stratégie. On ne peut plus, avoir des coûts de commercialisation de 15%. Si on rentre la tokenisation immobilière dans la distribution financière, on aura un coût de commercialisation de 5%. Ça change tout, déjà. Donc, ça va changer les marges des promoteurs. Ensuite, le marché français, c'est aussi la pierre-papier. C'est uniquement pour faire un parallélisme dans ce que j'appelais le fractional tout à l'heure. La pierre-papier, qui a été créée par un de mes amis qui s'appelle Guy Marty, représente 38 sociétés de gestion, 209 SCPI, 78 milliards de capitalisation et une collecte 2022 estimée à 9 milliards d'euros. Il y a 4 millions de Français qui sont propriétaires de parts des SCPI. C'est un genre de tokenisation. C'est de la démocratisation, plutôt que d'acheter un appartement, et vous êtes regroupé à 10 ou à 20, d'acheter. Donc nous ne faisons rien d'autre. Nous avons des opportunités immobilières importantes. Je ne vais pas donner les chiffres, mais je peux vous garantir que nous avons des opportunités très importantes en France, en Europe et aux États-Unis en fonctionnant avec Pétal. L'immobilier digital va transformer de nouveaux business models grâce à la vitesse de transaction. Si vous regardez Ethereum, pour ceux qui connaissent, Ethereum, c'est 1000 transactions par seconde. On sera apte à faire 120 000 transactions par seconde. Et le tout sécurisé sur la blockchain, c'est-à-dire que ce n'est pas décentralisé, donc pas de risque de sécurité. Ensuite, je donne un exemple plutôt personnel. J'ai acheté entre 1995 et 2005 2 maisons, 2 appartements. Imaginez vos enfants qu'ils achètent un premier studio en tokenisation à l'âge de 25 ans. 3 ans après, ils veulent acheter un 2 pièces ou un 3 pièces parce que la famille s'est agrandie. Ensuite, ils veulent acheter une résidence vacances. Après le deuxième achat, il n'y a plus de frais de notaire et plus de frais de commercialisation immobilière. Sur ma vie, sur mes investissements, c'est 200 000 € que j'ai perdus. C'est 200 000 € que vous pourrez vous transférer à vos enfants un jour. Donc, il faut regarder les choses en face. C'est à la fois passionnant et c'est crispant aussi tout ce qu'on se raconte là.
Oui, alors c'est vrai qu'on se demande, beaucoup se demandent où on en est en termes de réglementation sur la blockchain. Hein. C'est pas très clair, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc je vais peut-être essayer de vous clarifier un petit peu ce paysage. D'abord, je voudrais vous faire passer ce message. On a la chance en France d'avoir un cadre juridique extrêmement utile pour développer vos projets sur la blockchain. Et ça, c'est vraiment, on peut s'enorgueillir de ça parce que la France, dans ce domaine, est tout à fait à la pointe de l'innovation. C'est nous qui avons inspiré le projet de règlement MiCA qui a été adopté, comme vous le savez peut-être, le régime pilote, dont je vais peut-être vous dire un mot, et à tel point que, on me disait, là, vous avez vu à la suite de la faillite de FTX, les Américains se disent on devrait peut-être faire du MiCA chez nous. Donc c'est la France qui est à l'origine, et en particulier l'AMF, et je vais vous dire pourquoi, ça vous surprend peut-être, mais il se trouve que j'ai été directrice des affaires juridiques pendant 8 ans à l'AMF, et fin 2017, on a vu arriver à l'AMF beaucoup de gens, de ces acteurs de cette nouvelle économie, de la blockchain, et vous vous souvenez sûrement, à l'époque, ils voulaient faire des ICO. Tout le monde voulait faire une ICO, c'est-à-dire une levée de fonds en actifs numériques. C'était la mode, et d'ailleurs, il y avait beaucoup de fraudes. Vous vous souvenez sûrement, il y a des gens qui partaient tout de suite avec la caisse, si je puis dire. Il n'y avait même pas de projet derrière, et puis il y avait des projets qui ne tenaient pas la route, mais ça marchait très bien, vous pouviez lever des dizaines de millions comme ça. Et donc les gens venaient à l'AMF nous dire, dites-nous quelle est la réglementation applicable. C'est ce que j'appelle le paradoxe des libertaires, parce que moi je croyais que les gens de la blockchain ne voulaient pas de réglementation. Vous vous souvenez que c'était un peu une réaction anti-système, anti-État, que ce développement de la blockchain, une réaction d'ailleurs à la crise de 2008. Et en fait, parce que les gens qu'on voyait à l'AMF, vous en doutez, ce n'étaient pas les voyous. Les voyous ne venaient pas à l'AMF, mais les gens qui venaient nous voir, c'était des gens sérieux, qui avaient des beaux projets. Moi, j'ai vu des chercheurs français qui avaient de très beaux projets, et c'est ce qui nous a motivés, nous, pouvoir public. On s'est dit, il faut aider ces gens-là, parce que derrière tout ça, il y a une innovation majeure, c'est la blockchain. Vous vous doutez que ce n'était pas la spéculation sur les actifs numériques ou les crypto-monnaies qu'on voulait favoriser, c'est de la spéculation, ça ne finance pas l'économie. Nous, ce qu'on voyait, c'est que derrière tout ça, c'était l'innovation technologique. Les spécialistes que j'ai rencontrés me disaient, et que je rencontre encore, me disent que la blockchain, c'est une innovation aussi majeure qu'Internet. Et comme vous le savez, on est passé à côté d'Internet. Savez-vous combien il y a d'entreprises européennes, je ne dis même pas françaises, dans les 50 premières entreprises Internet au monde? 0. Alors qu'on avait le Minitel. On a inventé Internet. On avait le Minitel, etc. Donc, j'ai passé mon temps à dire qu'il ne faut pas passer à côté de la blockchain comme on est passé à côté d'Internet, parce que si c'est vrai que c'est une innovation aussi majeure, il ne faut pas que l'Europe la rate. Et donc on s'est dit, un peu aussi à la demande de ces acteurs sérieux, encore une fois, hein, nous on voyait que les gens sérieux, il faut créer un cadre juridique qui va les aider. Et le droit, moi je crois beaucoup, je milite pour ça, ça peut être un outil de compétitivité absolument majeur. Et on s'est dit, si on fait une réglementation adaptée, eh bien on aura un outil de compétitivité. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, soit on fait une réglementation à la réglementation financière un peu dure, vous voyez, dans nos frontières. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les acteurs vont partir de France parce qu'on est dans un monde non réglementé. Donc tout se passe sur Internet. Aucun pays au monde n'a de réglementation obligatoire. Si on est le seul au monde à faire ça, les acteurs m'ont tous dit on s'en va tout de suite, ils n'ont pas besoin d'être basés en France. Donc ce n'est pas la bonne idée. Par contre, si on fait de l'adaptation de la réglementation financière classique, MIF 2, etc., ça va prendre des années, puisqu'elle est européenne, comme vous le savez, donc ce n'était pas non plus la bonne idée. Et sinon, la troisième option, c'était de faire comme les Américains, c'est-à-dire ne rien faire, et faire à l'aide de leur test, c'est de dire soit vous tombez dans le cadre de la réglementation financière si votre token c'est un security token, hein, c'est un security au sens du droit américain, c'est-à-dire un instrument financier au sens du droit américain. À ce moment-là, on vous tape sur la tête quand même vous n'en étiez pas rendu compte, mais c'était bien un securities et donc vous risquez des sanctions lourdes. Soit vous n'êtes pas dans le champ de cette réglementation financière et vous n'êtes nulle part en termes de réglementation. Et ça, vous voyez, dès l'origine, moi je me suis dit, c'est pas du tout une bonne idée. Et d'ailleurs, les Américains en reviennent. Je vous disais, ils parlent maintenant d'adopter une réglementation spécifique. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que les acteurs le disent. Il n'y a pas de sécurité juridique. Vous n'allez pas vous développer aux États-Unis en sachant pas si vous risquez des sanctions lourdes demain. Et donc, la France a choisi une autre voie.
elle a choisi, et ça s'est traduit par la loi Pacte en 2019, elle a choisi d'encadrer spécifiquement avec une réglementation ad hoc adaptée à la blockchain. Il a fallu penser tous les concepts pour créer cette réglementation, et on a créé comme ça un visa, un régime spécifique pour les ICO, donc les levées de fonds pour le marché primaire, c'est-à-dire les émissions de tokens. Là, je ne vous parle que des utility tokens, on n'est pas dans l'instrument financier. Et le deuxième volet, c'est le marché secondaire. On s'est dit qu'il faut traiter le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est les prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN. Et vous savez que donc on a mis au point un système unique au monde avec un enregistrement obligatoire qui est la première étape. Ça, c'est à cause des règles en matière de lutte contre le blanchiment en France, la 5e directive. C'est la première étape. Il faut être enregistré de façon obligatoire pour être PSAN en France. Il y a déjà environ 60 enregistrements réalisés par l'AMF. C'est la porte d'entrée, l'autorisation d'être PSAN, et ce n'est pas passeportable d'ailleurs, mais c'est la première étape qui n'est pas trop dure à franchir parce qu'on vérifie essentiellement que les personnes sont capables de respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment. Et surtout, on a inventé l'agrément PSAN, l'agrément optionnel. La première fois que j'ai parlé d'optionnalité à mon patron, il est tombé de sa chaise parce qu'il m'a dit non mais ça ne va pas être possible, c'est une réglementation facultative. On n'a jamais vu ça. La réglementation financière, elle est toujours obligatoire, sinon c'est pas une réglementation. Et je lui dis mais peut-être, mais nous on n'a pas eu d'actifs numériques avant. Et donc pourquoi l'optionnalité? Je voudrais vous faire partager cette idée à laquelle je tiens. On s'est dit la chose suivante: si on est les seuls au monde, en France, à avoir une réglementation obligatoire dans nos frontières, les gens vont partir. Ils me l'avaient dit, les acteurs vont partir. Donc on va avoir nos matheux là, dont on finance les études à grands frais dans nos universités, qui sont réputés dans le monde, sachez-le. Ils vont partir. On va leur offrir des ponts d'or en Asie, parce que l'Asie est en pointe, ou aux États-Unis. Et on n'aura pas protégé pour autant nos investisseurs, puisque rien ne se passe dans nos frontières, tout se passe sur Internet. Donc moi, j'ai fait une réglementation obligatoire. Je me souviens d'arbitrage au cabinet du ministre, où il avait compris, il avait dit, si vous faites une réglementation obligatoire, parce que certains proposaient ça, je ne dirais pas qui, mais ils tenaient beaucoup au niveau des autorités, voulaient une réglementation obligatoire, et vous êtes seul au monde, donc vous allez faire fuir l'innovation, et vous allez protéger personne, donc vous allez réglementer pour personne, en fait. Vous comprenez pourquoi. Et vous voyez, cette idée d'optionnalité, Jean Tirole dit on est rentré dans l'économie du label. Qu'est-ce que c'est qu'une réglementation facultative? C'est un label de qualité. Vous êtes d'accord? Et pourquoi venir chercher un label de qualité? Parce que tous les acteurs de ce monde nouveau, les gens sérieux, encore une fois, je ne vous parle pas des voyous, les voyous, de toute façon, ils ont d'autres préoccupations, mais les gens sérieux me disaient tous, nous, on est des gens sérieux, on veut que nos clients aient confiance en nous, et donc on va venir vous demander votre agrément optionnel parce qu'on veut pouvoir dire à nos clients qu'on respecte des règles. Binance, que vous connaissez toutes, c'est aujourd'hui les 2/3 des transactions mondiales sur les plateformes. Binance, il faut savoir ça, c'est Hong Kong l'origine. Ils sont venus me voir il y a 3 ans à l'AMF en me disant, si vous faites ça, une réglementation optionnelle, on viendra s'installer en France, on créera notre hub européen en France, parce que nous, on veut bénéficier de cette caution du régulateur, en quelque sorte, de ce label de qualité. Ils m'ont dit ça il y a 3 ans et demi. Il y a quelques mois, ils sont venus voir le président Macron, ils sont venus voir le président de l'AMF, et ils nous ont dit, on a fait le tour, vous êtes les seuls au monde à avoir cette réglementation, on vient en France, ils l'ont fait, ils sont enregistrés, je m'occupe de leur agrément maintenant, et ils ont créé des emplois en France, ils n'arrêtent pas, ils ont des projets nombreux en France, l'innovation reste en France. Et en plus, on les a sous la main quand ils se comportent mal en leur disant « Attention, vous n'aurez pas votre agrément ou alors on va vous sanctionner si vous ne vous comportez pas bien. » Par conséquent, on protège aussi nos investisseurs. Donc voilà ce qu'on a fait et je trouve que c'était la bonne idée dans un monde qui n'est pas réglementé. Et demain, donc, on aura le règlement MiCA. Le règlement MiCA, c'est les actifs numériques. C'est le régime PSAN à la française. Ils ont pris mon texte, copier-coller, pour faire un agrément européen qui sera obligatoire pour le coup. Mais il sera obligatoire, moi ça me gêne moins qu'il soit obligatoire au niveau européen parce que c'est toute l'Europe qui sera dans le même régime. Et je vous dis, maintenant on commence à parler, après la faillite de FTX, à l'idée de réglementer sur ce modèle-là le monde entier. Donc on peut s'enorgueillir de cette réglementation. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre en France ?
Je me souviendrai toujours, le gouvernement nous a dit non mais il faut aussi un texte pour inscrire les titres financiers sur la blockchain, il faut permettre ça. Et c'est ce qui autorise la tokenisation aujourd'hui. Alors c'est l'ordonnance de 2017, vous voyez qu'à l'époque je ne voyais pas très bien comment j'allais écrire ça. On a fait adopter cette ordonnance qui est majeure et qui permet aujourd'hui d'inscrire des titres financiers sur la blockchain. Ça change tout, ça veut dire que vous pouvez inscrire soit des actions, des obligations ou des parts de fonds dans la blockchain, et notamment en matière de tokenisation, comment ça se passe? Vous créez une société qui va porter un immeuble, par exemple, et vous allez pouvoir diviser, vendre cet immeuble par tout petits morceaux si vous voulez. Vous avez une liquidité qui grâce à la tokenisation, et ce sont les titres de la société en question qui vont être inscrits sur la blockchain. Ce n'est pas l'immeuble, ce n'est pas possible, mais les titres de la société qui portent l'immeuble. Donc on a permis ça, et vous pouvez imaginer ce modèle-là dans n'importe quel secteur d'activité. Ça commence à se faire dans l'énergie, dans d'autres domaines où on peut tokeniser. Donc voilà, et pour terminer, pour avoir vous ayez un panorama complet, le troisième volet à tout ça, qui a été aussi une initiative de la France et de l'AMF, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour les security tokens? Les security tokens, ce sont des instruments financiers. Et les banques, certaines belles banques françaises avaient des beaux projets, venaient nous voir en disant « mais nous, on est prêts pour émettre des titres, notamment des obligations sur la blockchain, mais juridiquement, ça ne marche pas. On est prêts technologiquement. » On les a reçus, on a réfléchi, on s'est dit comment on va faire pour les aider. Ils nous disaient qu'on avait pris de l'avance aussi en France et que ça valait la peine de les aider. Donc on a eu l'idée d'un laboratoire digital. On l'avait appelé comme ça, et on a dit à la Commission européenne, écoutez, en plus c'est encore moi qui ai fait l'analyse juridique, je m'en serais bien passé, on s'était rendu compte que dans MIF 2 et règlement CSDR, vous aviez des obstacles juridiques au fonctionnement de la blockchain. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été pensé pour la blockchain. Je vous prends un exemple tout bête, vous avez des intermédiaires obligatoires dans la réglementation financière. Si vous mettez des intermédiaires obligatoirement dans la blockchain, c'est plus la blockchain. Donc, vous voyez, donc c'était pas compatible. Et donc les projets qu'avaient certaines banques, dont la Société Générale, vous connaissez sans doute tous Forge, qui a publié des choses sur ces activités, de ces projets, nous disaient comment on fait? Encore une fois, on est prêt. Et on ne peut pas juridiquement. Et donc on s'est dit, on va proposer cette idée de laboratoire digital, le bac à sable. Vous savez que ça existe aux États-Unis, ça ne se faisait pas en Europe. On a dit, pourquoi pas faire 6 ans d'expérimentation. Pendant 6 ans, on va autoriser les acteurs à ne pas respecter les textes qui bloquent la blockchain, par définition, et on verra au bout de 6 ans comment aménager la réglementation. On aura du recul, on aura vu les projets, et donc vraiment là aussi je vous passe un deuxième message important. Toutes les institutions financières, mais pas seulement, ont intérêt à demander le bénéfice de ce régime. Ça s'appelle le régime pilote, ça a été adopté. Alors là j'ai été bluffée parce qu'on a dit ça à la Commission européenne, 1 an après on avait un règlement adopté, donc, même assez rare. Ils se sont dit pour l'Europe il y a un enjeu là d'innovation, c'est pas la peine d'attendre que les Américains débarquent avec leurs standards. On a de l'avance, allons-y. On met en place le bac à sable. Le 23 mars prochain, le régime entre en application effective. À partir de cette date, il faut aller voir l'AMF avec un dossier, lui dire voilà mon projet sur la blockchain. J'ai un projet d'une création d'une banque totalement sur la blockchain, par exemple. Vous voyez, on peut faire des choses extraordinaires grâce à ce régime. Il faut aller demander une autorisation, dossier par dossier. L'AMF la délivrera, et avec cette autorisation, pendant 6 ans, donc les acteurs vont pouvoir développer. Alors il y a des conditions qui sont prévues dans le règlement de seuil, etc. Mais si vous les respectez, vous pouvez développer votre innovation. Toutes les grandes banques aujourd'hui sont incitées à faire ça, parce que sinon les projets qu'elles ont là dans leur soute en termes d'innovation sur la blockchain, là, ils pourront les mettre à la poubelle puisque ça ne marchera pas juridiquement. Vous voyez, donc il faut rentrer dans ce régime pour le faire. Mais si vous faites ça, et on l'a fait encore une fois, on l'a fait pour aider les Français, les banques françaises, les acteurs français en général, il faut aller demander ces autorisations pour pouvoir faire ces expérimentations, sinon ce ne sera pas possible. Mais on a créé, vous voyez, là aussi un cadre original pour aider les acteurs. Merci Anne. Babacar, bien joué. Un mot peut-être sur les présentations avant d'arriver sur le club des investisseurs également. Oui, absolument. Alors, comme je rebondis sur ce qu'elle a dit, Anne, parce que c'est très important. Pour l'instant, c'est le truc le plus intéressant depuis le début de la conférence. Absolument, oui. Tout à fait. Absolument, parce qu'en fait, il faut expliquer que Pétale s'inscrit dans le cadre de toute cette réglementation qui a été dite.
en termes de conformité, et c'est pour ça que nous avons choisi de lancer le Security Token de Petal, qui n'est autre qu'un produit financier que vous pouvez acheter en ligne directement avec toutes les garanties apportées par le régulateur. Et donc, on est dans un cadre sécurisé pour les investisseurs qui achètent le token. Mais là encore, il faut être un peu patient. Pour les investisseurs institutionnels, on peut commencer à prendre les commandes d'achat parce qu'il nous faut faire le pre-sale, ce qu'on appelle, qu'on peut commencer à acheter le token Petal, réservé plutôt, excusez-moi, jusqu'à ce qu'on passe toutes nos qualifications avec l'autorité de régulation pour montrer, par exemple, l'essai de solvabilité. On ne peut pas vendre trop de tokens si nous-mêmes nous ne sommes pas solvables, par exemple financièrement. Le protocole, il faut qu'il soit indéfectible. Nous avons des partenaires dans la salle qui ont travaillé sur l'audit de toutes nos infrastructures, malheureusement que je ne peux pas citer, je leur passe mes amitiés, mais une très grande société, très réputée sur tout ce qui est qualité et assurance sur les projets type blockchain. Voilà. Nous respectons tous ces processus qui nous permettent en tant qu'émetteurs de produits financiers, digital, de fournir un cadre aussi de confiance pour les investisseurs. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Alors, le Wine Business Club est un partenaire très privilégié de Petal. On travaille depuis plus d'1 an sur toute cette idée de réunir nos investisseurs dans le cadre d'un club, parce que nous aimerions retrouver, pour nous, un investisseur, ce n'est pas quelqu'un qui pose des liquidités et qui regarde des rendements et qu'il monitore sur son téléphone. C'est quelqu'un à qui nous aimerions partager de l'expérience. Donc, dans ce cadre-là, nous avons lancé avec le Wine Business Club un club premium d'investisseurs, donc qui seront des détenteurs du token, mais aussi une partie qui vont participer à notre opération de financement de fonds propres. Donc, la partie equity de Petal Group, nous allons ouvrir en seed pour autofinancer certaines de nos activités. Donc, pour ces investisseurs-là, nous allons les accueillir dans des cadres que Alain va nous proposer au tout courant toute cette année et avec qui nous pourrons vous expliquer à chaque fois qu'est-ce que nous tokenisons. Par exemple, nous avons 80 millions d'euros de stock d'or aujourd'hui que nous allons tokeniser avec des partenaires qui ont travaillé toute leur vie en Suisse, qui sont très crédibles avec toutes les autorisations des régulateurs. Nous avons aussi des œuvres de grands maîtres. Nous avons parlé de Picasso. Nous avons cette activité de commercialisation des œuvres d'art, par exemple, pour permettre aux châteaux français de pouvoir de mettre en monétisation une partie des œuvres pour autofinancer la restauration des châteaux, par exemple. On travaille avec des fondations sur ces sujets. Donc, on est plutôt dans une aventure où nos investissements nous apportent des rendements, mais nous apportent plus que des rendements. C'est un investissement à impact. Voyez. Donc pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les ESG, les normes de sustainability, nous n'avons pas attendu que ça soit mis en place pour le faire. Nous le faisons dans notre ADN. Okay. Et puis pour finir, peut-être Alain, je peux parler de la participation sur le fonds Petal qui va être activé avec, nous sommes sur les processus juridiques. C'est le fonds d'investissement de Petal qui investit dans des entreprises en croissance sur 4 domaines d'activité. Ça, on pourra vous en parler. Le digital, le green, le stratégique et ce qu'on appelle le capital market, c'est tout ce qui est obligations et actions. Voilà. D'une part, nous avons le token qui vous permet d'investir sur des produits très innovants qui sont très rentables. Et d'autre part, nous avons tous les véhicules nécessaires pour impacter l'économie et investir. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis le fondateur de Petal que je le dis. Dans toutes les sociétés qui font de la finance nouvelle, qu'on appelle des fintech, Petal est la société la plus intégrée en termes d'offres de services à valeur ajoutée. Donc nous avons nos propres infrastructures qui sont décentralisées, un packaging des produits financiers comme vous l'avez vu, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et derrière, nous créons des emplois avec ces asset managers qui vont devenir des conseillers financiers pour vulgariser un peu ce qu'on fait. Et avec toute cette communauté, avec le club qu'Alain et nous allons monter ensemble, nous allons les recevoir dans des lieux aussi prestigieux tout au cours de l'année, en espérant avoir du bon champagne au passage. Il y a de fortes chances.
Alors ça, c'est des exigences du régulateur d'avertir sur les risques de perte de l'investissement. À chaque fois qu'un investissement est fait, il est d'usage d'expliquer qu'il y a un petit risque, etc. Donc Pétale, c'est un peu différent parce qu'on utilise la technologie, on fait de la désintermédiation, donc on gagne un tout petit peu de sous sur la chaîne d'intermédiation. Et parce que c'est beaucoup plus rapide, il y a plus de vélocité dans le processus même d'investir, qu'on peut se permettre, nos modèles économétriques et mathématiques nous montrent que la plupart du temps, quand nous choisissons les bons assets et que nous faisons tout ce qu'on appelle le risk assessment sur l'asset, on ne prend pas beaucoup de risques parce que le risque, on l'a éliminé dès le départ. Donc on est dans des zones très sécurisées sur les choix d'assets avec l'optimisation des coûts. Donc, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle des minimums de retour garantis, okay, et après une partie qui est variable, un mix des deux. On peut par exemple dire, vous avez 5% en garantie avec 4% qui peut arriver en plus, mais avec la conditionnalité de marché de liquide, les performances obtenues, etc. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nos prospectus qui seront déposés à l'AMF vont être très très clairs. Par type d'asset class, on va expliquer un peu les matrices de risque, les matrices d'opportunité, et là-dessus, il y aura un minimum garanti, et je peux vous le dire, puisque nous sommes dans des assets qui ne sont pas risqués, mais par contre, c'est des assets qui doivent apporter des performances, ça veut dire on est sur des moyens termes, on ne peut pas investir, faire ces engagements sur du court terme, on est sur des moyens termes, pas sur du long terme, et donc on peut se permettre d'avoir un minimum garanti. Willem, un commentaire peut-être sur cette notion de sécurité, parce qu'il y a quelques années, effectivement, quand on lançait le timeshare, il y avait aussi des... Non, mais nous, on avait... je veux dire, on a commencé le fractional, c'était avec Four Seasons au Portugal. Pour ceux qui connaissent, c'était sur le golfe de Quinta del Lago. Et plutôt que de vendre une villa sur le golfe, on l'a vendue par 12e. Donc c'était une forme de tokenisation. Et ça a très très bien marché, parce que même si les marketeurs étaient d'origine américaine, mais nous l'avons fait en Europe, et donc c'est une chose. J'allais juste apporter peut-être un peu d'humour, c'est-à-dire si vous investissez chez Pétale, vous perdrez peut-être une pétale, mais vous ne perdrez pas la fleur. Anne, la question là, de Patrick est tout à fait légitime. Voilà, on cite tout en bas, et donc le cadre juridique que tu as très bien expliqué tout à l'heure, il va protéger quand même l'investisseur ? Oui, il y a des obligations de la réglementation. Alors ça dépend dans quel cadre on se situe exactement, mais s'il y a un prospectus déposé à l'AMF, il y a une vérification de l'AMF et des exigences en matière d'avertissement sur les risques. Bien entendu, c'est bien normal, hein, parce que l'AMF protège l'investisseur par l'information. Elle ne dit pas aux gens ce que vous avez le produit dans lequel vous allez investir va marcher, vous allez devenir riche. Ce n'est pas son rôle. Elle dit aux gens, attention, on est là pour que vous soyez informés le plus complètement et le plus honnêtement possible sur les produits, d'où les avertissements sur les risques. Comment on gère la liquidité, c'est très, comment dire, c'est confidentiel. Il y a des algorithmes. Au-dessus, vous avez ce qu'on appelle des quants, ce qui font des analyses quantitatives. Donc on calcule mathématiquement la liquidité de la plateforme par rapport aux investissements qui sont faits, mais en même temps par rapport à notre order book, c'est-à-dire puisque nous exploitons notre propre marché secondaire d'échange entre le token, les assets tokenisés, on a une visibilité globale du marché pour pouvoir définir des seuils de liquidité. Vous voyez, ça c'est la première chose. Et puis surtout, nous avons une réserve de 20% de l'ensemble des tokens que vous voyez ici. Si nous vendons 33 milliards d'euros, il y aura 6,6 milliards en réserve. Après, ce sera en or, en métaux précieux, en liquidité, dépôt à terme. Et tout ça cautionné par l'administration française. On essaie de travailler avec Bercy pour avoir le maximum de sécurité sur ces réserves. Et donc, du coup, on aura une réserve qui permet de répondre à la solidité financière, puisque là aussi, j'engage la réputation du professeur Christian Boissieu, qui est advisor chez nous, qui a été dans toutes les institutions. La stabilité financière, c'est quelque chose de très important pour Pétale. Et les réserves jouent un rôle crucial pour nous. Et donc, une partie de la réponse, c'est les réserves. Ensuite, je peux développer un peu plusieurs stratégies que nous faisons en interne, mais on fait aussi des expositions sur des positions sur lesquelles nous pouvons très vite sortir. Donc,
vous imaginez un arc-en-ciel sur lequel nous choisissons en fonction de la liquidité des investissements les plus liquides en sortie et en fonction de la température, de la météo, des liquidités à l'intérieur de Pétale, on décide d'éviter certains investissements trop illiquides. De cette manière, on peut gérer de façon intelligente la disponibilité des liquides. Parce que dans cette opération, nous prenons tous les risques de liquidité, nous-mêmes, Pétale. Et la troisième chose, c'est puisque nous avons tous les assets qui sont investis sont dans la société, nous n'avons pas de risque de disparition des assets et on peut les mettre en garantie pour déclencher des lignes de crédit qui sont des secours. Et puis à la fin, si jamais on se retrouve dans un cas où il y a un phénomène de panique sur notre marché et tout le monde veut retirer ses sous, là on se mettra sous la protection du régulateur qui nous dit on peut interdire les retraits jusqu'à ce qu'on retrouve un peu de rationalité dans tout ça. Voilà. Oui, mais dans tous les cas, vous voyez qu'il y a des processus qui existent pour faire tout ça. C'est accessible, les banques l'ont toujours fait, sur ce qu'on appelle le BAL 3, mais aussi d'autres mécanismes. Et on s'inscrit dans cette... et puis on met aussi en place ce qu'on appelle l'asset liability management. Dès lors qu'on a des dépôts d'assets, on a tout de suite une stratégie de gestion de l'asset en question. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'investit? Est-ce qu'on le garde en réserve? Est-ce qu'on le met en trésorerie? Et tout ça, c'est fait avec nos algorithmes, toutes les stratégies de... Et puis nos advisors aussi, parce qu'on va travailler avec quelques Big Four sur ça. William, un commentaire sur la liquidité. C'est important l'argent pour un Néerlandais, non? Je parlerai plus de fluidité que de liquidité. Parce que la liquidité, je crois qu'on en a suffisamment parlé. Enfin, on a apporté des garanties. Mais d'après McKinsey, d'apporter de la fluidité dans les ventes. Imaginez, vous avez votre banque, elle va travailler 39 heures par semaine. Ben, nous allons travailler 144 heures par semaine. Ça, c'est bien. Donc je veux dire, 24 heures sur 24, ça peut fonctionner. Donc, c'est vous qui décidez. Donc, on est dans un nouveau système. Je veux dire, aujourd'hui, la blockchain va changer de très nombreux business models. La technologie, aujourd'hui, va plus vite. Je rappelle McKinsey, encore une fois, va plus vite en 3 semaines que sur les 100 dernières années. Donc, on a un wagon à prendre, on le prend, et on verra où ça nous mène. Dans l'immobilier, nous avons plusieurs types d'acteurs avec qui nous discutons. La première catégorie d'acteurs, c'est des acteurs qui ont de l'immobilier, qui veulent l'exploiter, modifier un peu la destination, faire des rénovations et qui n'ont pas de liquidité et qui se disent est-ce que je reste avec mon bien et je n'ai pas de liquide, la banque m'impose c'est pas le bon exemple de citer les banques, mais qui ont des problèmes de liquidité, qui disent comment je peux faire avec mon asset pour pouvoir changer la destination de mon business. Donc souvent, c'est des propriétaires immobiliers qui disent j'aimerais changer la finalité de ma destination, l'upgrader en termes d'exploitation et j'ai besoin de liquidité, j'ai besoin de cash pour faire ce travail. Et ça, c'est un besoin qui est apparu après le Covid, où beaucoup d'hôtels se sont rendus compte qu'ils étaient vides. Il faut payer les factures électriques, payer le personnel et il y a besoin de cash pour refonctionner. Et donc ça, on voit cette grosse demande de détenteurs d'actifs, même des foncières qui viennent nous voir, qui nous disent je vous donne le bien, vous tokenisez, vous l'achetez, on peut faire des arrangements sur la transaction. Vous voyez. Alors la deuxième catégorie, c'est des sociétés qui font des VFA, donc qui vendent dans le futur. Ils sont très confiants parce que le programme est porteur. Okay, ils ont des nouveaux types de bureaux avec des bâtiments passifs en consommation d'énergie. Ils savent que ça va marcher la commercialisation et qui disent parce que nous avons un marché à peu près morose, on n'est pas suivi par les investisseurs. Si vous voulez prendre 20% de tokenisation de notre immeuble, on vous le donne et on bosse ensemble pour structurer financièrement l'opération. Et ça, on travaille activement avec pratiquement tous les grands projets qui se manifestent aujourd'hui en France et puis en Europe aussi, parce que nous sommes européens. Et troisième catégorie, c'est plutôt des particuliers qui nous disent j'ai une SCI par exemple, j'ai beaucoup d'assets qui sont dans une entreprise, j'aimerais le liquéfier, mais j'aimerais céder une partie à mes enfants. Comment je fais? Est-ce que je le structure avec vous? Est-ce que je mets tout dans une SCPI, je le découpe en morceaux comme ça, vous me tokenisez une part? Et là, c'est beaucoup plus technique pour nous parce qu'il faut évaluer les biens, il faut
étudier la rentabilité, et ensuite il faut mener l'opération de listing, mais c'est des choses que nous fournissons comme service à valeur ajoutée. C'est la tokenisation d'actifs qui sont, comme disait Anne tout à l'heure, dans des véhicules juridiques qui permettent de faire ces opérations. Et si ce n'est pas le cas, on les accompagne avec des cabinets partenaires comme De Gaulle et Florence pour les mettre dans les bonnes dispositions juridiques pour ensuite réaliser ces opérations. Mais c'est tout à fait. C'est les 3 grandes catégories que nous avons aujourd'hui sur l'immobilier en tokenisation. Oui, le concept, vous voyez le côté digital de Pétale, c'est un clin d'œil à... J'ai des amis qui font de l'ESG en Afrique remarquables qui sont là aujourd'hui. C'est un clin d'œil au côté digital parce qu'on est dans un monde quand même où la finance a besoin d'un peu de moralité. Il n'y a pas que, comme dit Christian de Boissier, mon mentor sur le sujet, il faut un peu de moralité dans la finance. Nous avons créé un fonds sur le blé français avant même qu'il y ait la crise de l'Ukraine. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et quand le fonds... Quand nous avons vu les chiffres, on est passé à la tonne de blé à 150 € à 400 € en moins d'1 an. Tout le monde nous disait qu'on était visionnaires. On leur demandait pourquoi. Ils nous disaient j'aurais gagné 4 fois ce que j'ai investi. Alors que nous nous inscrivons dans la souveraineté alimentaire, le fait de faire vivre les agriculteurs. Et beaucoup de gens ne savent pas que les agriculteurs produisent, mais l'argent qu'ils utilisent, ils vont le chercher à la banque en début de saison. Ils attendent la moisson, ils ont des variables avec le truc. Donc nous sommes là pour longtemps et nous allons impacter cette économie de la tokenisation pour être leader européen. C'est l'ambition de toute l'équipe de Pétale et je peux vous promettre que ça ne fanera jamais. Ouais. Merci. Babacar, est-ce que tu as une synthèse, conclusion, les 3 idées fortes à retenir quand même les 3 idées, 3 idées. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Alors, tu ne fanes pas, ça c'est l'hypothèse 1, il reste 2. Voilà. Alors, hypothèse 2, c'est qu'on soit dominant au niveau mondial parce que c'est une belle innovation. Aujourd'hui, nous sommes approchés par beaucoup d'investisseurs américains. Ça veut dire quand même qu'il y a une belle traction en termes d'innovation parce que la technique, tout le monde sait faire, mais structurée intellectuellement et de façon marketing et ce qu'on appelle le go-to-market, et tout ça, l'inscrire dans une grosse logique cohérente, c'est très difficile quand on n'a pas la transversalité de nos équipes. Je remercie les 40 personnes de Pétale aujourd'hui. Au passage, nous avons beaucoup travaillé. Et pour répondre à la question, nous ne sommes pas en POC, nous sommes un produit mature, disponible sur le marché et qui aujourd'hui cherche à répondre à la maturité de la tokenisation. Aujourd'hui et demain.